Donc, je viens de lancer la VOD du Tech Talk, parce qu'on va commencer directement, hein. Il est déjà 20h45, je sais que j'ai commencé le live un petit peu tard, mais on va faire un live qui va durer très peu de temps, ça va être assez court. Donc je viens de lancer la VOD, comme d'habitude le live, vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent sur YouTube en différé. Pendant ce temps-là, moi je vais vous parler un petit peu du sommaire. Donc on va commencer avec bah, deux, trois petites news vite fait, très très vite fait, sur le Galaxy Note 9. Évidemment, il est sorti cette semaine, on va en parler très légèrement. On va parler de Doom Eternal qui s'est révélé dans un nouveau trailer de gameplay qui dure 25 minutes. On va regarder tout le trailer de gameplay ensemble, absolument pas, non. On va juste regarder deux trois petits passages qui sont assez intéressants. On va parler de Monster Hunter World et ensuite on parlera d'Intel et de ses prochains CPU. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je parle d'Intel à chaque fois et de ses prochains CPU, mais on va encore en parler. Et ensuite, on va parler d'NVIDIA en long, en large et en travers. On est à 8 jours de la conférence, 7 pour ceux qui regardent en différé, et on a des nouvelles infos qui sont tombées. Et on va finir par du AMD Threadripper, et je pense que je vais inverser et que je vais faire Intel, AMD, et après finir par NVIDIA. Voilà. Voilà. Donc, bougez pas, je vais réorganiser mes trucs pour faire Intel, AMD, blablabla et tout et tout. Voilà, comme ça, tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez dit bonjour à YouTube. On va commencer tout de suite par le Galaxy Note 9. Donc, la conférence de Samsung était, je pense que c'était cette semaine, c'était mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça, à New York. Et c'est là qu'ils ont dévoilé plusieurs de leurs nouveaux produits, mais le produit phare, c'était bien évidemment le Galaxy Note 9. Ils ont aussi dévoilé leur nouvelle Galaxy Watch et le HomePod, un nouveau concurrent du HomePod et du Google Home qui s'appelle le Galaxy Home. Tous les produits labellés Galaxy, bien évidemment. Le Note 9, qu'est-ce que c'est? C'est un Note 8 Plus Plus. C'est un téléphone qui est extrêmement beau, un tout petit peu plus gros que le Note 8, avec un écran qui est légèrement plus grand. On retrouve toujours le stylet, le capteur d'empreinte digitale, les deux appareils photo à l'arrière, etc. Un Snapdragon 845 et un Exynos 9810 pour le CPU, comme sur le S9. Donc, tout a été amélioré par rapport au Note 8. Quasiment tout. La batterie, 4000 mAh. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a également une version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, sachant que vous pouvez mettre une carte SD dans le Note 9 et que du coup vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 1 Tera, parce que la carte SD maximum que vous pouvez mettre, c'est une carte SD micro SD de 512 Go. Je dis carte SD, mais bien évidemment c'est des cartes micro SD, hein. On n'est pas stupide. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir 1 Tera de stockage sur votre nouveau Galaxy Note 9. Voilà, pourquoi pas. 512 en interne et 512 sur une micro SD. Ils ont amélioré ce qu'ils avaient essayé d'introduire avec le Note 8, je pense le Galaxy S8 aussi, puis même le Galaxy S9, qui était l'utilisation du smartphone en mode desktop, comme un PC de bureau un petit peu, qui s'appelait le DeX. Voilà. Et ben avec le Note 9, il n'y a plus besoin de l'espèce de pad qui vendait avec séparément, sur lequel tu devais docker ton téléphone pour y avoir accès sur un écran standard de PC, etc. Là apparemment, tu as juste besoin de brancher ton truc en mini HDMI vers HDMI, c'est-à-dire que tu branches ton adaptateur USB-C DisplayPort USB-C HDMI et tu branches ton écran en HDMI dessus et paf, t'as ton Note 9 qui se met en mode utilisation desktop ou PC. Voilà, donc c'est bien plus simple et ça coûte moins cher. Un gros truc qu'ils ont amélioré sur le Note 9, c'est le stylet, le S Pen. Maintenant, il y a une technologie à l'intérieur qui s'appelle, je pense que c'est du Low Energy Bluetooth ou un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est une technologie qui permet à ton stylet de rester connecté en Bluetooth à ton téléphone très longtemps. C'est-à-dire que c'est un truc qui consomme quasiment pas de batterie. Et dedans, il y a une toute petite batterie dans le S Pen.
Et en gros, c'est un truc qui tourne, qui consomme quasiment rien, mais qui permet d'avoir une connexion entre ton stylo et ton téléphone, et qui du coup te permet d'utiliser ton stylet comme une télécommande, des trucs d'interaction, etc. Donc tu peux utiliser pour faire une présentation, comme un truc qui peut te faire passer les diapositives, revenir en arrière, etc. Tu peux l'utiliser pour prendre des photos à distance également. Tu poses ton téléphone, clac, tu appuies sur le stylet pour prendre une photo. Donc c'est un peu comme une télécommande, multifonction, etc., etc. Donc une grosse amélioration au niveau du stylet, sachant que pour le recharger, il faut juste le mettre dans le téléphone. Et en 45 secondes, je crois que c'est 45 secondes, il est rechargé totalement. Et qu'une recharge entière dure 30 minutes. Donc c'est-à-dire tu le mets dans ton téléphone, dès que tu en as besoin, tu le sors, hop. Il a 30 minutes de batterie, d'autonomie, où tu peux cliquer comme un taré. Et après, tu as juste à le remettre dans ton téléphone et c'est bon. Autant te dire que avant que tu fasses des présentations qui durent plus de 30 minutes, bah, c'est que tu es en doctorat, quoi. Voilà. Donc à mon avis, pour une présentation PowerPoint, que ce soit à ton taf ou n'importe où, 30 minutes, c'est largement suffisant. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre? Je sais plus également ce qu'ils ont amélioré. Mis à part, voilà, il y a une reconnaissance faciale, capteur d'empreinte digitale, reconnaissance d'iris. Je sais plus ce qu'ils ont mis d'autre dedans. Je vous avouerai que j'ai pas suivi entièrement toute la conférence. Il est plus résistant, pas plus résistant à la chaleur, mais il dissipe mieux la chaleur. Il est résistant à l'eau, à la poussière, avec une certification IP68. Et il a des haut-parleurs stéréo. Jusque là tout va bien. Ensuite, ils ont annoncé la nouvelle Galaxy Watch. Personnellement, je vous avouerai que les smartwatches, c'est pas, je suis pas à fond dedans. Ça a son utilité, mais pour l'instant, j'ai pas adopté ces trucs-là, donc je suis très mal placé pour en parler et pour les évaluer. Le seul truc qui est à noter, c'est qu'ils utilisent plus Android Wear, donc qui est l'OS qui tournait sur les smartwatches avant de chez Samsung, etc. Ils utilisent leur propre OS qui s'appelle Tizen OS, voilà, qui est un OS fait par Samsung pour les objets connectés. Ça vient en deux modèles, du 48 mm et du 42 mm, je pense. Voilà, voilà. En plus, il y a le Galaxy Home, qui est censé être un concurrent pour le Google Home et pour le HomePod. Bref. Voilà. On va passer à la news suivante, très clairement. Également, Emmerich qui me le fait remarquer, c'est la sortie de Fortnite sur Android, qui du coup va être exclu Samsung. Pendant laquelle vous allez avoir des skins. Ceux qui auront acheté le Samsung, je pense, Galaxy Note 9, etc., vont avoir le skin Galaxy sur Fortnite. Personnellement, comme je joue quasiment pas à Fortnite, j'ai pas du tout retenu la news parce que je me suis dit que c'était pas forcément hyper important de vous en parler. Et effectivement, je pense que ça a été confirmé que Fortnite ne serait pas disponible sur le Google Play. Fortnite Android, voyons voir un petit résumé. Disponible plus tôt que prévu sur les autres smartphones Android. Désolé, je prends une news à l'arrache. Blablabla, disponible sur les appareils Samsung Galaxy depuis jeudi dernier. Ok, donc Fortnite est disponible depuis jeudi dernier, qui était certainement le jour de la conférence. C'était le jour de la conférence Samsung. Donc Fortnite est disponible depuis jeudi dernier sur les appareils Samsung Galaxy pendant une exclusivité de 4 jours. Waouh, 4 jours. Au début, on était parti sur 30, puis sur 120, et au final, c'est 4. Il y a eu comme genre, ça monte, ça monte, ça monte, et on descend très très bas là. 4 jours d'exclusivité, c'est rien du tout. Et il existe déjà apparemment des manières détournées pour y jouer sur d'autres appareils Android. Évidemment, les APK doivent être disponibles et tout. Donc tu peux, à mon avis, clairement télécharger les APK de Fortnite qui ont été un petit peu modifiés pour bypasser cette exclusivité et y jouer sur un autre smartphone pendant ces 4 jours. Bon, grosso modo, demain, il sera dispo pour le reste du monde, quoi. Techniquement, ça va être dispo sur les Google Pixel, les Asus ROG Phone et Zenfone, les Essential Phone, les Huawei, les LG, le Nokia 8, le OnePlus 5, 5T, 6, certains Xiaomi, certains ZTE. Ah, c'est disponible pas sur tous les appareils, hein.
Il y a une liste assez restreinte d'appareils sur lesquels c'est dispo, parce qu'à mon avis, il faut quand même avoir un téléphone assez puissant pour les faire tourner, plutôt que de permettre à tout le monde d'y jouer sur n'importe quel téléphone Android. Ils préfèrent restreindre les téléphones, histoire que le jeu tourne bien. Et pour l'instant, c'est une version bêta. Bref. Voilà. On va parler un petit peu de Monster Hunter World qui est sorti, je pense, jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement, je pense qu'il est sorti vendredi, donc sur PC, parce que le jeu est déjà sorti. Bonjour le chat. Donne-moi le chat. Allez. Allez, donne-moi le chat. Voilà. Donc, Monster Hunter World qui est sorti vendredi sur PC, ça fait un moment qu'il est sorti sur console. Mais il a mis un moment à être porté sur PC, au moins, je pense, 4, 7, 8 mois. Ça va, t'es tranquille? Ok, tu veux bouger. Bouge. Ah. Ah. Bref. Tu le veux? Récupère ce monstre. Putain. Donc, ce que je disais. Monster Hunter World. Portage sur PC qui est sorti vendredi. Un jeu purement japonais. Et si tu le laisses là, il va me distraire. Jeu purement japonais qui vaut 70 balles. Comment il s'appelle le petit chat? Le petit chat s'appelle Saphira. C'est une femelle. Donc la version PC qui offre pas mal tout ce qu'une version PC, ce qu'un bon portage PC pourrait offrir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'options graphiques, pas de limite de framerate, on va avoir du support pour les résolutions en 21/9 qui va arriver très prochainement. Les seuls problèmes, c'est que bon, ça se voit quand même que c'est un jeu qui a été fait pour console, parce que il y a 20 000 menus, et tous les menus, c'est des menus qui sont faits pour console, quoi. Donc Monster Hunter, c'est le genre de jeu, il faut jouer à la manette, et il y a aussi pas mal de bugs en ce moment au niveau du multijoueur online, etc., de la recherche de parties, pour rejoindre des parties et tout, c'est un petit peu buggé du cul. Mais donc, il y a des benches qui ont été faits sur ce jeu-là, pour tester un petit peu les performances du jeu, les performances des différentes cartes sur Monster Hunter World, qui est quand même un jeu assez gourmand en performance. Et ça tourne plus ou moins bien, c'est-à-dire que pour le faire tourner au maximum à 60 fps en 1080p ou 1440p, il faut une bonne grosse config. En 1080p, avec toutes les options graphiques en élevé et avec une option qui s'appelle les effets volumétriques qui sont activés, en 1080p avec une GTX 1080, ça tourne grosso modo à 100 fps, ce qui est tout à fait convenable. Quand on passe en 1440p, là on tourne autour des 60 fps. Voilà. Donc on est juste sur du 1440p. 4K, il faut pas jouer en 4K à Monster Hunter World, parce que même avec une 1080 ou même avec une 1080 Ti, à mon avis, là 1080 37 fps, 1080 Ti, à mon avis, on est à, allez, 45, 50 fps max. Et par contre, c'est un jeu qui est pas mal demandeur au niveau du CPU. Comme vous pouvez le voir ici, ça a été testé sur un Ryzen, sur lequel ils ont désactivé ou non, plus ou moins, un grand nombre de cœurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tests avec 2 cœurs, 2 fils de calcul, 2 cœurs, 4 fils de calcul, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, etc. Vous voyez que 4 cœurs, on est à 99 fps. Tu passes à 4 cœurs avec 8 fils de calcul, tu gagnes 20 fps quasiment. Tu passes à 6 cœurs, tu gagnes encore 10 fps. Donc clairement, c'est un jeu qui est assez gourmand en termes de CPU, mais aussi en termes de GPU. La news d'après concerne Doom Aeternal, qui se dévoile dans une magnifique vidéo. Excusez-moi, je me trompe de truc. Qui se dévoile dans une magnifique vidéo de 25 minutes où c'est un petit peu un mixte entre une conférence où les développeurs parlent du jeu et des vidéos et des bouts de gameplay qui sont commentés.
Donc il sera possible de jouer par exemple en multijoueur. Donc un mode multijoueur un petit peu original parce qu'il sera possible de entrer la partie d'un joueur quelconque dans la peau de démon. C'est-à-dire que tu pourras, en tant que joueur lambda, t'infiltrer dans la partie d'un autre joueur. Je pense qu'il a autorisé ce mode multijoueur là, tu vois. Je pense que tu pourras bloquer ce mode multijoueur là. Mais donc il sera possible de rentrer dans la partie d'un autre joueur en tant que démon et causer et faire le bordel, faire de la merde quoi, taper tout le monde, etc. Et également essayer de du coup faire équipe. Ou sinon tu peux faire équipe avec le démon pour tuer d'autres démons. Voilà. Donc c'est soit le mec qui rentre dans ta partie, il est gentil et il fait équipe avec toi pour casser la gueule d'autres démons, ou alors il veut juste te faire chier et il fout le bordel et il essaye de te défoncer la gueule. Mais c'est un mode de jeu qui peut être intéressant en multi. Ça me rappelle un petit peu Dying Light, dans lequel tu pouvais faire du multi, où il y avait un joueur qui jouait un espèce de zombie super balèze, et ça prenait place la nuit, et en gros le but des 4 joueurs en coop, c'était de chasser ce super zombie, je sais plus exactement ce que c'était comme zombie, mais c'était un truc vraiment vraiment badass. Et l'autre joueur qui était tout seul, son but, c'était d'activer des nids ou des choses comme ça, et de tuer les 4 autres joueurs. Un autre truc très très cool dans ce Doom, mis à part que ça se passe sur Terre, que ça a l'air vraiment sympa, que ça a l'air encore bien plus énervé comme type de gameplay, que la musique a l'air encore une fois géniale. Il y a une séquence de gameplay qui m'a particulièrement marqué, qui est vers la fin du gameplay, vous voyez les développeurs qui parlent, etc. Donc il y a toujours des gros monstres, toujours des grosses armes. Encore une fois, ça va être un jeu qui va être excellent. Non, c'est vraiment la toute fin qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est celle-là. Je vous laisse apprécier un petit peu, voilà, ça dure quelques secondes. Vous allez voir. C'est juste un petit teaser à la fin du trailer de gameplay qui était genre, oh oui, j'ai envie de ça. Regardez ça. Oh yes baby. Une épée sur Doom Eternal. Clairement, moi c'est genre, c'est ce qui manquait au jeu quoi. Si tu peux avoir une épée au corps à corps, ou même d'autres armes de corps à corps, genre une hache ou n'importe quoi, mais juste là l'épée est tellement classe, mon dieu j'ai envie de jouer avec. On va repasser ça avec le son, juste pour voir ce que ça donne avec le son, voilà. Parce que bon, avec le son c'est toujours plus badass. Oh puis quitte à faire, on va se le passer en plein écran, hein, parce que bon, juste pour voir ça, on peut bien le mettre en plein écran. Voilà. Si ça c'est pas badass, je sais pas ce que c'est. Clairement. C'est un truc de grand malade. Voilà. Donc je sais plus exactement quand il sort, je pense que c'est 2019 ou quelque chose comme ça, ou fin 2018. Je pense que c'est 2019 qu'il a été annoncé, la date est pas dévoilée, mais c'est pour 2019. J'ai vraiment vraiment hâte. Quelque part. Bon, on va parler un petit peu d'Intel. On va parler un petit peu d'Intel très rapidement. Très rapidement, on va parler d'Intel. Voilà. L'info dont je vous parlais la semaine dernière sur la roadmap d'Intel qui avait été dévoilée, qui avait leaké, comme quoi Intel allait sortir des CPU, une prochaine génération de CPU en 14 nanomètres pour 2019 et une prochaine génération en 2020 qui serait cette fois-ci en 10 nanomètres. Donc Intel est en retard sur le 10 nanomètres. Ça a été totalement confirmé. Voilà, complètement confirmé. Donc Intel va effectivement sortir
Copper Lake en 2019, qui sera gravé en 14 nanomètres. Et ensuite, on aura droit à une nouvelle encore génération, et une nouvelle architecture, qui sera gravée en 10 nanomètres cette fois, et qui s'appellera Ice Lake. Voilà. En attendant, on a également Cascade Lake, qui va être lancé, voilà, en 2018, qui est toujours aussi du 14 nanomètres. Cascade Lake, je pense que c'est des... Je sais plus c'est quel modèle exactement Cascade Lake. Ça va être encore... Cascade Lake, ça va faire suite à Skylake. Ça va être du refresh de Skylake SP. Parce que c'est Cascade Lake SP. Copper Lake, ça risque d'être un refresh encore de ça. Et Ice Lake, par contre, ça risque d'être une nouvelle architecture pour le grand public. On n'a pas trop d'infos là-dessus. Hein. On n'a pas trop d'infos là-dessus. Mais quand ça sera le temps d'Ice Lake en 2020, moi ce qui me fait rire, c'est que AMD sera déjà sur du Zen 3 en 7 nanomètres. Voilà. Moi c'est ça qui me fait très rire. Voilà. Et par contre, concernant les processeurs dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire les i9 9900K et les i7 9900K et les i5 9600K, ça sort le 1er octobre. C'est bon. On a grosso modo une date qui est quasiment sûre. Ça sort le 1er octobre avec les nouvelles cartes mères en Z390 avec les nouveaux chipsets du coup. Et par contre, ne vous inquiétez pas, normalement ces processeurs-là seront toujours compatibles avec les chipsets Z370. Si vous avez un CPU qui est un chipset Z370, vous pouvez toujours changer de processeur pour ces nouveaux-là. À condition, je pense, de faire une petite mise à jour du BIOS de votre carte mère. Et par contre également, si vous achetez un de ces processeurs, par exemple le i7 9700K, et que vous ne voulez pas acheter une carte mère en Z390, vous pouvez acheter celle en Z370. Par contre, faites gaffe que la mise à jour du BIOS ait bien été faite par le constructeur et que le processeur, le nouveau 9700, soit marqué dans la liste des compatibilités, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une carte mère qui n'est pas compatible avec votre 9700 parce qu'il n'y a pas la mise à jour de BIOS, et avec le 9700 qui du coup vous sert à rien parce que vous ne pouvez pas le mettre dessus pour faire la mise à jour de BIOS. Voilà. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça. C'est un petit truc, des fois on n'y pense pas, des fois on se dit ah mais c'est bon, je peux acheter une Z170 pour aller avec mon 7700K. Et en fait non. Parce que si tu achètes juste une Z170 qui est genre un petit peu vieille, il se peut que le BIOS soit un petit peu vieux et que du coup la compatibilité avec le 7700K ne soit pas garantie. Et du coup tu te retrouves à devoir faire une mage du BIOS de ta carte mère, sauf que ton PC peut pas booter parce que t'as pas un processeur qui est compatible avec ta carte mère. Du coup tu es obligé de quémander un 6700 pour le mettre sur ta Z170 pour faire une mise à jour du BIOS pour que ton 7700 passe. Voilà, c'est un petit truc à avoir en tête quand on achète des cartes comme ça où les chipsets sont encore compatibles, etc. C'est la même chose là avec Ryzen 2. Si vous achetez un Ryzen 5 2600 et que vous achetez une carte mère en B 350 je pense, donc celles qui sont pour l'ancienne génération de Ryzen, ça se peut que même si votre processeur est censé être compatible, il ne le soit pas parce que le BIOS de votre carte mère que vous avez acheté n'est pas à jour. Voilà. Donc Intel, 2 prochaines générations de processeurs Intel en 2019 et 2020 avec le 10 nanomètres qui arrive en 2020 et la prochaine famille de CPU, les i9 9900 et i7 9700 arrivent le 1er octobre, donc ça c'est les CPU grand public. AMD Ryzen, ou plutôt AMD Ryzen Threadripper est dévoilé, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, et le 2990WX, donc le 32 coeurs, donc le processeur 32 coeurs qui est le plus haut de gamme de la nouvelle série Threadripper, a été listé sur Newegg, qui est un site américain et canadien
de vente de matériel informatique. Donc pour 1800$ US, qui était le prix qui avait été annoncé, et il sort le 13 août, donc dans un jour, demain, c'est la sortie du haut de gamme de chez Ryzen. Donc le Threadripper 2990WX, un processeur avec 32 cœurs, 64 putains de fils de calcul. Processeur qui va clairement faire du mal à Intel. Voilà, ça va faire très mal à Intel. Notamment parce que ça a déjà commencé à faire mal à Intel en le détrônant de la première place sur Cinebench. Voilà. Donc, c'était un Threadripper 2990WX qui a été overclocké à 5.1 GHz de base, hein. Juste pour vous donner une petite information, est-ce que je l'ai ici? De base, le 2990WX, il monte quand même à 4.2 GHz, donc ce qui est déjà pas dégueu. Là, il a été overclocké à 5.1, bien évidemment sous azote liquide, donc tu refroidis ça avec de l'azote liquide et tu fais monter le voltage super haut pour pouvoir l'overclocker comme un porc. Donc clairement, on ne peut pas faire ça chez nous, on ne peut pas le monter aussi haut. Mais grâce à ça, il a défoncé le processeur d'Intel, donc celui avec 28 cœurs, qui avait été en démo lors du Computex et qui était overclocké à 5 GHz et qui avait eu un score de 7344 sur Cinebench R15. Là, le nouveau Threadripper, 7618. Donc 300 points de plus, ce qui fait environ 300 points, 5% de performance en plus. C'est pas énorme, mais 4 cœurs en plus, ça compte. Ça compte. Puis là, Nvidia a rien pour contrer ça, sachant que le Intel démo à 28 cœurs, là, à 5 GHz, qui est à 7344 points, qui avait le record, bien évidemment, le processeur n'est pas sorti. C'est un processeur de démo. Voilà, c'est un processeur qui était un prototype, qui a été montré lors d'une conférence il y a 2-3 mois, et qui a été refroidi avec un climatisateur et une glacière, parce qu'il chauffait comme un gros porc. Puis en plus, il était overclocké à 5 GHz. Mais il chauffait bien trop. Donc c'était clairement juste un prototype. Et du coup, AMD s'est dit, non, voilà. Je défonce ton prototype avec mon processeur qui peut monter à 5 points. Bon, par contre, pour revenir à un terrain un petit peu plus normal, sans overclocking, le Threadripper de 1990 est à 5000 points. Ce qui est un score, déjà, clairement, bien plus que raisonnable. Moi, avec mon petit Ryzen 7 1800X, je suis environ à 1500, tu vois. 1400, 1500 points. Donc 5000 points, il met la grosse douille par rapport à mon CPU, par exemple. Mais il met également la douille au plus gros CPU qu'a Intel à l'heure actuelle, qui est le i9 7990XE, qui tourne à 4.2 GHz et qui est un processeur qui a seulement 18 cœurs. Donc forcément, 18 cœurs face à 32, ça fait pas du tout le poids, quoi. Donc clairement, Intel est à la ramasse sur ce coup-là. Complètement à la ramasse. Bref, on va passer sur la grosse news de cette semaine, qui concerne bien évidemment Nvidia. Puis on va commencer par une petite news de chez Comptoir Hardware, qui, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, my bad. Oh mon dieu, il a dit chat. Oh mon dieu. Bref. Donc, Comptoir Hardware qui est très réservé par rapport aux news qu'il donne. Il y a grosso modo 3 nouvelles marques qui ont été déposées par Nvidia très récemment. La première, c'est GeForce Turing, qui a été déposée officiellement le 6 août. Donc GeForce Turing, ça fait référence à la nouvelle architecture des cartes Nvidia pour la nouvelle génération. La nouvelle architecture, le nom de code serait Turing. Voilà. Donc c'est à ça que ça fait référence. Dans la liste des produits et des services liés à cette marque GeForce Turing, il y a la mention de Graphic Processing Unit, ce qui veut dire GPU, ce qui veut dire carte graphique. Donc c'est
des produits hardware comme software. Donc ce qui veut grosso modo dire que oui, les nouvelles GeForce Turing pour la nouvelle génération sont là. Voilà. Par contre, on ne sait pas si ça va être des GTX 1100 quelque chose ou des GTX 2000 quelque chose. Il y a également deux autres marques qui ont été déposées, qui sont les Quadro RTX, qui font référence aux cartes professionnelles de chez Nvidia, avec la technologie RTX. Donc Nvidia a introduit la technologie RTX, qui veut dire Real Time Ray Tracing Technology. Donc en gros, le RT, c'est pour le Ray Tracing X, mais c'est une technologie qui permet de faire du ray tracing, ou tracé de rayons en français, en temps réel. Ce qui était jusqu'alors impossible dans les jeux vidéo. C'est la technologie qui est utilisée partout, dans tous les films, pour faire des rendus de lumière, etc. Grosso modo, tout ce qui est ombre, lumière, réflexion et tout, dans les films qui sont rendus image par image pendant des heures et des heures, c'est la technologie utilisée parce qu'en gros, on va calculer chaque rayon de lumière va être calculé, va être simulé avec toutes ces réflexions. C'est-à-dire le rayon, on va calculer le rayon qui arrive sur une surface, on va calculer comment sur cette surface il rebondit, comment il pénètre sur cette surface, et ensuite on va calculer pour chaque nouveau rayon qui part de ce rebond, on va faire la même chose, sur quelle surface ce rayon-là rebondit, où est-ce qu'il est absorbé, etc., etc. Donc en gros, c'est pour ça que ça s'appelle du tracé de rayons, parce que on a une technologie qui suit les rayons de lumière pour reproduire leur comportement. Dès qu'on a une interaction entre un rayon de lumière et une surface, une matière, de la peau, un personnage, n'importe quoi, ça donne des effets, ça donne d'autres rayons de lumière, ça donne des effets d'absorption, ça donne des ombres, et tout et tout. Ça, c'est ce qui est utilisé dans les films. Dans les jeux vidéo, c'était impossible parce que c'était bien trop demandeur en puissance de faire ça en temps réel. C'était impossible. Et c'est pour ça qu'on a plein de choses comme l'occlusion ambiante qui a fait son apparition. L'occlusion ambiante, c'est une autre façon de faire ça qui coûte beaucoup moins de ressources, qui est beaucoup moins demandeur en ressources. Voilà. Mais là, Nvidia est arrivé avec une nouvelle technologie qui permet de faire du tracé de rayons en temps réel. Ce qui, pour l'instant, a un impact assez minime sur la qualité graphique des jeux, c'est-à-dire que pour l'instant, comme la technologie est nouvelle, on est genre sur un palier. L'occlusion ambiante, ça a été poncé, donc on a un niveau de détail et de graphisme et d'expertise sur l'occlusion ambiante qui est assez haut. Donc quand on sort un jeu avec l'occlusion ambiante et tout, c'est très beau. Et du coup là on arrive avec une nouvelle technologie qui est le RTX, que personne n'a quasiment jamais utilisé dans les jeux vidéo, donc la technologie est nouvelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'amélioration graphique, visuelle à utiliser du RTX. Il n'y a pas non plus d'amélioration de performance, parce que ça consomme plus que de l'occlusion ambiante, et pour l'instant le rendu visuel est quasiment similaire. Mais plus on va utiliser la technologie et plus les gens vont réussir à utiliser cette technologie-là et s'en servir, plus la qualité visuelle des jeux va augmenter parce que le RTX, c'est le vrai truc, quoi. C'est le truc de base et c'est pas une approximation, c'est le truc réel. Donc clairement, on va pouvoir avoir des jeux qui vont être bien plus beaux dans quelques années quand tout le monde utilisera le ray tracing. Donc Nvidia a sorti des cartes professionnelles, va sortir des cartes professionnelles qui sont labellées RTX, certainement parce que elles sont capables d'utiliser cette technologie-là. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il y a des Quadro RTX. Ils ont également déposé le GeForce RTX, qui, à mon avis, signifie la même chose. C'est-à-dire que c'est des cartes pour le gaming qui vont être capables d'utiliser la technologie RTX. C'est-à-dire que toutes les anciennes cartes GeForce, par exemple, les GTX 970, 670, même les 1070, ne seront pas capables d'utiliser cette technologie RTX de la même façon que le font la nouvelle génération de cartes. Il y aura certainement une puce dédiée, ça se trouve, il y aura une puce dédiée sur les nouvelles cartes pour le calcul lié au ray tracing, pour cette technologie-là, pour que ce soit plus facile et moins gourmand sur le processeur principal. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a les appellations RTX qui ont fait l'apparition du côté de Nvidia avec les GeForce RTX et les Quadro RTX. Donc voilà, c'est pour l'instant les infos qu'on a. Ça a peut-être aussi rien à voir, c'est peut-être juste
des marques déposées qui vont ensuite être utilisées dans les drivers et dans juste dans l'appellation de la technologie. Ils ont peut-être juste déposé GeForce RTX pour ensuite utiliser ce nom-là pour faire des drivers qui soient compatibles GeForce RTX, etc. etc. On n'a pas beaucoup d'infos, mis à part que Nvidia a déposé 3 nouvelles marques, GeForce Turing, Quadro RTX et GeForce RTX. Du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette nouvelle déposition GeForce RTX signifie une refonte complète de l'appellation des cartes. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent dans des suppositions qui sont peut-être vraies, j'en ai aucune idée, mais qui partent sur des suppositions comme quoi les nouvelles cartes, ce seraient plus des GeForce GTX, mais des GeForce RTX. Donc on aurait les GeForce RTX 280, ou 2080, excusez-moi, et les GeForce RTX 2070. Et que ce RTX voudrait dire que la GeForce RTX 2080 peut utiliser le ray tracing, la technologie RTX. La GeForce RTX 2070 peut utiliser la technologie RTX. Et par contre, par exemple, pour les modèles plus milieu de gamme, entrée de gamme, comme les 1060, les 1050, on resterait sur l'appellation GeForce GTX. Ça serait des GTX 2060, 2050, etc. Et ces cartes-là, plus entrée de gamme, ne pourraient pas utiliser la technologie de ray tracing RTX. Ça serait réservé aux modèles plus haut de gamme, qui du coup auraient l'appellation non GTX, mais RTX. Donc c'est ça que les gens supposent, grosso modo. L'article du comptoir hardware n'en parle quasiment pas, mais tous les autres articles que j'ai trouvés sur la chose mentionnent cette nouvelle appellation. Également, on sait, grosso modo, à travers les fabricants de cartes, donc MSI, Asus, et Nvidia, pas Nvidia, MSI, Asus, Colorful, Zotac, etc., que les cartes custom vont certainement sortir courant septembre. Les premières cartes custom vont certainement sortir courant septembre. Et vous avez ici le premier aperçu d'une carte custom GTX ou RTX, j'en ai aucune idée, 2080 de chez Colorful. Donc ça, c'est une carte 2080 de chez Colorful qui était en exposition. Je ne sais pas exactement où, mais qui va sortir courant septembre et qui apparemment est appelée la RTX 2080 High Game Poseidon. C'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. On a certaines rumeurs également qui concernent les performances de ces nouvelles cartes, ainsi que des précisions un petit peu sur leurs spécifications et leur prix. Donc, ce qu'on supposerait à 8 jours de la conférence, c'est que on aurait une nouvelle Titan RTX qui coûterait extrêmement cher, comme toutes les Titans, environ 3000 $ US, et qui serait seulement 50% plus rapide que la 1080 Ti. Ce qui du coup ne vaut absolument pas le coup. 3000 balles, une carte qui est 50% plus rapide qu'une 1080 Ti, ça ne vaut absolument pas le coup du tout. On aura ensuite une 2080 qui aurait 8 Go de GDDR6 qui coûterait environ, je pense, 700 $ US et qui serait 50% plus rapide qu'une 1080. Ensuite, on aurait une 2070 RTX, toujours, qui aurait 7 Go de GDDR6, ce qui est un petit peu bizarre, qui coûterait entre 300 et 500 $ US et qui serait 40% plus rapide qu'une 1070. Tout ça, c'est des suppositions. Ça sert à rien de se prononcer définitivement avant d'avoir vu la conférence et d'avoir vu les vraies spécifications. Et ensuite, voilà, on aurait une GTX 2050 et 2060 qui auraient toutes les deux. La 2060 aurait de la GDDR6, 5 Go, et la 2050 aurait de la GDDR5, mais seulement 4 Go. Voilà. L'autre rumeur sur laquelle on est pas mal sûr, parce que là, je suis plus sûr de cette rumeur-là que des autres avant. Celle-là, c'est quasiment certain, parce que ça a été confirmé par plusieurs sources et par plusieurs autres constructeurs qui travaillent avec Nvidia, comme quoi il y aurait
un nouveau refroidissement sur les cartes Founders Edition de Nvidia, que ce serait plus du tout le refroidissement turbine qu'on connaît avec le petit ventilo d'un côté, la carte grise et noire avec le truc marqué GeForce dessus. Ça serait plus tout à fait comme ça. On partirait sur un refroidissement avec un double ventilateur qui serait du coup un refroidissement standard, pas standard, mais comme le font quasiment toutes les autres marques de cartes graphiques. Ça serait plus du tout du turbine, ça serait juste un refroidissement avec deux ventilos et un gros radiateur en aluminium. Donc ça, c'est une news qui apparemment a été leakée, a été plus ou moins confirmée par 2-3 contacts que le site a à travers les différentes marques et les différents partenaires Nvidia. Nvidia changerait son refroidissement pour les nouvelles cartes, et au lieu d'un refroidissement turbine pas forcément très joli qu'on a l'habitude de voir, Nvidia partirait sur du double ventilo avec un gros refroidissement en alu. Aucune photo par contre, mais ça serait ça. Ça serait ça. Des Founders Edition avec deux ventilateurs, voilà. Du coup, ça changerait totalement de ce look ici, de ce look qu'on a l'habitude de voir qui est un ventilateur, le radiateur et ventilateur turbine, donc ce qui fait que l'air chaud, donc on aspire de l'air frais ici, puis on fait passer l'air frais dans ce radiateur qui est ici, qui est collé sur le chipset, et on expulse l'air à l'arrière de la carte en dehors du boîtier. Et du coup, bah non, on passerait sur une carte qui aurait potentiellement un design comme celui-là, hein. Bon, c'est pas forcément le design définitif, mais ça pourrait être une idée de design pour cette GTX 2080, où on aurait deux ventilateurs qui du coup, ben, feraient tourner de l'air frais sur le chipset et qui expulserait l'air à l'intérieur du boîtier et non à l'extérieur. Voilà. C'est à peu près toutes les news qu'on a pour ces cartes Nvidia. Pour l'instant, rien d'autre. Il faudra juste voir la conférence qui aura lieu dans 8 jours. Voilà, le 20 août. Lundi prochain. En attendant, c'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.